Voilà, donc bonsoir. Je suis Christelle Kercheter, je suis directrice du FRAC Centre Val-de-Loire. Et surtout, je suis très très heureuse ce soir d'accueillir Marie-Ange Breyer, qui a été directrice du FRAC de... J'ai plus les dates. 96-2014, donc autant dire que la chance que les équipes du FRAC et moi-même avons aujourd'hui de travailler à la fois dans cet équipement et surtout à partir d'une collection exceptionnelle et d'un héritage exceptionnel d'un travail scientifique et d'exposition, ben nous le devons à Marie-Ange. Et on tenait tous à t'en remercier, Marie-Ange, vraiment. On sait à quel point tu t'es pleinement investie dans cette institution. Et c'est vraiment d'abord un bonheur et puis un honneur pour nous de travailler depuis cet héritage. Ce soir, enfin moi je ne veux pas présenter grand-chose. Ce soir, on a donc la chance d'accueillir Marie-Ange pour la présentation de cet ouvrage, la maquette, un objet modèle entre art et architecture, qui est issu d'un long travail de recherche et d'une thèse, et surtout qui est publié par les éditions X, là aussi que je remercie pleinement, parce que dans cet héritage, il y a aussi tout le travail, et c'est ça aussi la recherche. La recherche, n'est pas seulement savoir, produire de la connaissance, c'est aussi surtout la partager et la diffuser. Et dans cette activité de recherche, le travail des éditeurs, il est indispensable. Et les éditions X ont admirablement aussi accompagné toute cette activité du FRAC. Donc merci beaucoup aussi à Emmanuel Syriac et à ses collaborateurs, parce que dans ce dont nous héritons aussi de tout ce travail, de toutes ces publications. Et nous espérons évidemment pouvoir reprendre cette coopération. Voilà. Je ne vais pas être plus longue, je vais les laisser tous deux présenter à la fois justement le travail éditorial et aussi un peu le travail graphique, parce qu'on y est très attaché. Et c'est aussi la force, je pense, de cet ouvrage, c'est d'avoir su concilier le fond et la forme, en quelque sorte. Et puis Marie-Ange, évidemment, par la suite, pourra présenter ce long travail. Voilà, je ne suis pas plus longue et je vous cède la parole. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus. Je connais en plus plein de têtes, c'est un bon moment parce que ça fait fort longtemps qu'on n'avait pas été invité au FRAC. Donc je suis Emmanuel Syriac, j'anime avec mon ami Olivier Bulot une maison d'édition qui existe depuis fort longtemps, qui s'appelle les éditions X, HYX, pas d'inquiétude. Plus fort, oui, c'était raison Olivier. Et heureusement qu'Olivier est là, parce que sinon j'aurais du mal. Donc effectivement, c'est une aventure qu'on partage aussi avec Marie-Ange, qui est celle du FRAC. C'est elle-même, et même cette aventure en tant qu'éditeur, si vous voulez, celle du FRAC Centre, c'est ce que Marie-Ange raconte, c'est cette histoire qu'elle raconte aussi quelque part. C'est une histoire des formes, des fonctions, vous allez découvrir tout cela. Mais effectivement, ça nous intéresse... Nous aussi, dans l'édition, on fait ce qu'on appelle des maquettes. Alors, les maquettes, vous les connaissez, c'est à la fois la mise en page, mais c'est aussi ceci, c'est une maquette en blanc. Et à chaque ouvrage donc, on demande des maquettes en blanc, qui sont comme des prototypes, comme des maquettes. Du maquette au prototype numérique, bien évidemment. Et à partir de là, on a imaginé avec Marie-Ange et les graphistes ce livre. Alors, c'était un peu une gageure, quand même. Fait 527 pages, il y a plus de 300 images. Voilà. Donc ça, c'était voilà, un objet. C'est pas une histoire au sens où on l'entend, c'est une histoire des formes, des fonctions. C'est une histoire qui est assez passionnante parce que c'est celle des formes d'utopie réalisées ou non réalisées. Et ça, c'est assez unique dans cet objet. Et donc les graphistes, Élise et Kevin, alors, on a eu plein d'idées. Là aussi, on a fait des maquettes en blanc comme je vous ai montré. On avait des idées irréalisables, essayer de mettre les visuels par exemple en 3 dimensions, on pouvait jouer sur la perspective. On a abandonné ces idées et puis après le plus K, donc Élise et Kevin, les graphistes, ont conçu cet objet et qui travaillaient sur la notion d'échelle. Parce que bien sûr, un livre, c'est un poids, c'est un objet, voilà, en 3 dimensions. Et donc à partir de là, vous allez voir une grille qui se retrouve ici, qui est la mesure, et tout est calculé, c'est-à-dire que la maquette, l'apparition des images, elle correspond aussi à une norme, à une maquette, qui s'apparente véritablement à une lecture possible du livre. Voilà, et Marie-Ange va vous présenter le livre, dans cette totalité en tout cas. Mais voilà, c'est une belle histoire en tout cas. Merci.
Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Christelle, à son équipe, au FRAC de son accueil. Donc c'est vrai que c'est très émouvant pour moi de revenir. Donc après voilà, quelques années qui ont passé depuis que j'ai quitté le FRAC. Je suis heureuse de retrouver Nicolas qui a travaillé avec moi pendant quelques années aussi. Jacques qui a soutenu voilà, pendant longtemps Archilab, qui a vécu aussi toute la jeunesse de cette collection. Je remercie aussi Emmanuel Gaz qui dirige l'école d'art. Et c'est vrai que tout ça forme un réseau avec les amis du FRAC, Centre Val-de-Loire qui sont là aussi. Et donc voilà, merci à tous et toutes de votre présence. Le livre, comme le disait Emmanuel, que je vais vous présenter, effectivement, est en partie issu de mon expérience au FRAC Centre pendant les quelques 18 années quand même que j'ai pu passer au FRAC. Et en même temps, il y a une grosse moitié qui étend en fait le champ du FRAC Centre à l'architecture moderne, voilà, qui était nouveau comme terrain d'investigation. Alors donc c'est vrai que c'est publié grâce à tout le travail mené par les éditions X que je remercie chaleureusement, Emmanuel et Olivier. Et cet ouvrage a été également publié grâce au soutien du CNAP, le Centre national des arts plastiques. Voilà, il y a eu quelques débats dans la presse au sujet du rôle du CNAP et ça permet de publier des ouvrages qui sont expérimentaux aussi dans leur forme. C'est un ouvrage un peu hors norme, comme le disait Emmanuel. Donc les éditions X se sont lancées dans cette aventure de faire un livre avec quand même plus de 300 images. Donc il y a une véritable richesse iconographique. Et c'est vrai que c'était très important qu'il n'y ait pas que du texte, que ce soit vraiment richement illustré. Et généralement, dans les ouvrages théoriques de ce type qui reprennent des thèses, il y a très peu d'images parce que voilà, c'est toujours très compliqué de gérer les droits. Donc ici, on a beaucoup de reproductions aussi du FRAC Centre que je remercie, qui nous les a mis gracieusement à disposition. Mais c'est vrai que voilà, les graphistes dont on parlait ont conçu un ouvrage qui, comme le disait Emmanuel, est un petit peu comme un objet maquette. Vous voyez le travail également sur les tranches, voilà, qui ferme l'objet, le travail sur les images. Quand on l'ouvre, il y a un véritable confort de lecture et la couverture est également très fine et fait de l'ensemble un objet voilà, entier qui se donne aussi comme une forme de maquette. Donc voilà, le travail d'Élise Gay et Kevin Donneau était vraiment très innovant et pour moi c'était important qu'il y ait aussi que le livre soit un objet graphique, voilà, qui soit vraiment créatif, visuellement intéressant et voilà, ça a été le cas grâce à tout le travail aussi des éditions X. Et puis donc, dans les remerciements, je voulais également évidemment citer Frédéric Miguerou, qui était à l'origine de la collection du FRAC Centre lorsqu'il était à la DRAC Centre, et qui ensuite est parti au Centre Pompidou et qui a porté intellectuellement voilà, toute l'histoire du FRAC Centre et celle également d'Archilab. Voilà, donc ce livre, cette thèse que j'ai soutenue à l'École des hautes études il y a près de 10 ans maintenant, le temps passe aussi vite. Donc c'est une partie qui est publiée dans ce livre. Il n'y a pas la partie historique, parce que sinon ça aurait été un peu trop long. Et c'est vrai que je m'interroge donc sur la notion de la maquette. La collection du FRAC est sans doute une des collections les plus riches en maquettes d'architecture, mais ce sont des maquettes très particulières qui sont des maquettes, on va dire, expérimentales. Ce sont des maquettes qui sont aussi des objets plastiques, qui sont entre l'art et l'architecture. Et en fait, toute la réflexion est partie de cette histoire de la maquette, entre l'art et l'architecture. Parce que généralement, quand on pense à la maquette, on pense à un objet en réduction, à un objet à l'échelle qui va représenter une architecture à construire. Donc ça, c'est un petit peu la maquette comme un objet de représentation de l'architecture. Mais on ne pense pas à la maquette comme un objet artistique, plastique, d'expérimentation de l'espace et qui va justement tisser des ponts entre l'art et l'architecture. Et donc ce travail va plonger un petit peu dans cette histoire de la maquette. Alors la maquette, en fait, l'origine de la maquette est assez indéfinie. On peut dire que les premières maquettes que l'on trouve sont des objets votifs.
Voilà, ce sont des objets souvent funéraires. Ça pouvait être ce qu'on appelait la maison de l'âme, des petites maisons qui représentent un petit peu l'habitacle pour l'âme du défunt. Et on les voit apparaître dans l'architecture précolombienne, dans l'Égypte ancienne. Et donc, ces toutes premières maquettes votives ont ainsi une fonction symbolique, magique. Et ensuite, c'est à l'époque hellénistique, sans doute, au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qu'on voit les premières maquettes à l'échelle, avec l'idée d'une mesure, voilà, d'une échelle, la maquette donc, va représenter, va mesurer l'architecture à construire. Et donc toute l'histoire de la maquette va ainsi bouger, tantôt un objet symbolique, tantôt un objet à l'échelle, tantôt un objet plutôt artistique, qui est l'objet de mon étude, où j'ai montré donc, que la maquette avait permis de jeter beaucoup de ponts entre l'art et l'architecture tout au long du XXe siècle. Alors, ce qui est aussi fascinant dans la maquette, c'est un objet en réduction, mais c'est aussi quelque chose qui est proche du jouet, qui est proche de l'échelle du jouet, qui est proche aussi d'une échelle qui est celle de l'objet de mobilier. Et on va voir que la maquette, à certains moments, va disparaître en tant qu'objet et va un peu se transformer. Ses fonctions vont se transformer en toute autre chose. Alors voilà donc le chapitre, le sommaire de l'ouvrage. Alors vous voyez une partie importante autour des avant-gardes et on va un petit peu, je vais vous présenter un petit peu les différents mouvements artistiques du début du XXe siècle qui ont accordé une place très importante à la maquette. Alors pourquoi, vous me direz? Je dirais que d'une manière générale, ces avant-gardes, ces mouvements qu'on appelle le constructivisme, le néoplasticisme, le Bauhaus, etc., sont tous issus, au début du XXe siècle, d'une tradition qui était celle de la synthèse des arts, d'une sorte de syncrétisme entre tous les arts, qu'on retrouve dans la période romantique et qui va se perpétuer jusqu'à la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Et la maquette, l'intérêt pour la maquette est encore issu de cette idée de synthèse des arts, de dialogue entre la peinture, la sculpture et l'architecture, voilà, qui va un peu irriguer tous ces grands mouvements en fait d'avant-garde. Ensuite, il y a une partie sur le modèle prototype ou proto-architecture, parce qu'à un moment donné, on se rend compte, surtout dans l'après-guerre, dans les années 40, 50, alors que l'architecture est très standardisée, que la maquette va avoir l'échelle de l'architecture. Donc ce sera des très grandes maquettes et donc dans le cadre de la préfabrication, les deux vont effectivement se confondre. Ensuite, on arrive à ce qui est l'objet de la collection du Frac-Centre, la maquette comme objet d'expérimentation, où on va traverser ces architectures dites radicales des années 60, 70, que vous connaissez bien depuis le temps qu'elles sont montrées à Orléans, et dont je vais vous montrer quelques exemples, où la maquette va être un objet performatif, va servir à des performances, on va la retrouver comme un objet conceptuel, voilà, donc la maquette va vraiment servir pour critiquer en fait l'architecture à ce moment-là. Et puis donc on termine avec la fin du modèle à l'époque numérique. Voilà, est-ce qu'il y a encore des maquettes d'architecture? Est-ce qu'il est encore nécessaire d'en faire à l'époque où la maquette peut être intégralement, évidemment, numérique. Voilà, et ça, effectivement, les premières expositions d'Archilab en 99-2000 interrogeaient déjà ce statut de la maquette, puisqu'on avait montré des objets très, très expérimentaux. Donc voilà pour le sommaire. Et donc voilà, j'ai gardé cette image qui est au début d'un artiste roumain, d'un artiste roumain Androvecoa, parce qu'effectivement la maquette est une sorte de psyché. C'est aussi une sorte de psyché, de l'âme, de construction mentale, de l'esprit. Et voilà, ce personnage allongé dont la tête est une maquette d'architecture, donc symbolise vraiment cette idée de la fusion de la maquette avec l'esprit. Et donc, comme j'en parlais tout à l'heure, donc la partie historique a été un peu mise de côté dans l'ouvrage pour démarrer tout de suite à la Renaissance, même s'il y a un petit peu un résumé au début. Alors pourquoi la Renaissance? Parce que c'est à la Renaissance que la maquette apparaît telle qu'on la connaît au jour d'aujourd'hui.
Donc, c'est-à-dire un instrument de représentation de l'architecture, un outil de communication entre l'architecte et son commanditaire, comme on le voit sur cette image, cette reproduction de cette peinture. Et l'architecte devient, pour la première fois à la Renaissance, un créateur. Donc il a vraiment cette autonomie de la figure du créateur. Il quitte les corporations, les guildes du Moyen-Âge, acquiert une identité, une individualité et va vraiment s'affirmer donc en tant que tel. Et donc la maquette va être un objet très stratégique aussi, puisqu'on va beaucoup construire à la Renaissance, à tel point que le Vatican va créer le premier musée des maquettes au XVe siècle, pour conserver toutes ces maquettes d'architecture qui vont être produites à une très très grande échelle. Alors à la fois une échelle quantitative et une échelle en termes de taille, puisqu'à la Renaissance vont apparaître de très grandes maquettes. Donc dans certaines, on pouvait même entrer et se déplacer à l'échelle humaine. Et donc ce sont des maquettes essentiellement en bois, de grande échelle, donc qui vont représenter l'architecture dans toutes ses composantes. Et ces maquettes pouvaient être aussi en d'autres matériaux, comme on le voit dans le livre de Vasari. Et par exemple, le dôme de Florence, qui est construit par Brunelleschi, qui va gagner un concours contre Ghiberti, a été un peu l'apogée de ces maquettes, parce que Ghiberti et Brunelleschi vont s'opposer dans ce concours et s'envoyer mutuellement des espions dans les ateliers pour espionner les maquettes de chacun. Et donc la maquette était vraiment un outil politique et il fallait donc Brunelleschi gagne le concours parce qu'il y a des innovations structurelles qu'il arrive aussi à faire valoir dans sa maquette. Donc voilà, donc cette histoire de maquette est vraiment inhérente à l'histoire de l'architecture, avec la Renaissance qui va être un grand moment où la maquette est également comparée au corps humain. Donc cette idée de l'anatomie, voilà, de l'anatomie du corps humain qui est représentée dans les ouvrages anatomiques de Vézel, va se retrouver aussi dans l'approche de la maquette d'architecture à l'époque de la Renaissance. Bon, je passe évidemment très, très rapidement sur différents chapitres, parce que là, on fait tout de suite un saut un peu au XVIIIe siècle, mais c'est aussi donc une période importante, parce qu'au XVIIIe siècle, on va faire aussi beaucoup de maquettes. Donc de maquettes à grande échelle qui vont s'apparenter à des machines, à des mécanismes. Donc la maquette va acquérir une importance aussi considérable. Et en même temps, donc fin 18e, début 19e, on commence à considérer la maquette comme un objet historique, un objet archéologique. Et on va retrouver beaucoup de maquettes d'architecture dans les cabinets de curiosité. Elles vont se retrouver en plâtre ou elles vont se retrouver en liège. Et l'image que vous avez tout en haut, c'est la maison de Sir John Soane à Londres, qui peut toujours se visiter, qui est une sorte d'immense cabinet de curiosité de maquettes. Et donc, dans ce fin 18e, on s'intéresse à la notion d'histoire. Et cette histoire de l'architecture qui va traverser l'Antiquité gréco-romaine, les différentes époques et civilisations, la maquette va permettre de retracer donc, toute cette dimension historique. Et en même temps, donc à cette époque, fin 18e, début 19e, vont se séparer deux chemins par rapport à l'architecture. D'un côté, on aura une tendance, on va dire, un peu plus artistique, beaux-arts, et de l'autre, une tendance un peu plus structurelle qui ira vers l'ingénierie dans l'histoire des maquettes d'architecture. Mais donc on arrive au début du sujet en fait de la thèse, qui sont les avant-gardes historiques du début du XXe siècle, voilà, qui sont la première grande partie. Alors donc vous voyez déjà ces grands aplats de couleurs, pour revenir au graphisme, bleu, de couleur bleue, donc qui scandent comme ça les principaux chapitres. Et vous voyez en entrée donc quelque chose qui est assez étonnant, puisque ce sont des coquillages qui figurent des maquettes en fait d'architecture pour Hermann Fisterlin, qui est un architecte expressionniste. Et donc on voit là aussi le rapport très étroit entre la maquette et l'architecture, dans leur rapport à la nature, à l'idée de croissance également naturelle qu'on va retrouver dans ces avant-gardes.
Alors donc on va balayer assez rapidement les différents mouvements artistiques, mais vous verrez qu'à chaque fois, la maquette tient un rôle important et tient un rôle aussi différent finalement quelque part, même si on peut dire qu'ici on est avec le suprématisme, Malevich, dans l'Union soviétique, qui va réaliser des maquettes d'architecture. Et ces maquettes d'architecture définissent ces projets de ville, ces projets d'une autre civilisation à construire, qui est une utopie architecturale, et elles sont réalisées essentiellement en plâtre. Elles vont être restaurées par le Centre Pompidou en 1978. Et ces maquettes, Malevich va les appeler des architectones. Et donc toute sa pensée de l'espace, de l'architecture, va s'exprimer à travers ces objets blancs immaculés, qui sont de deux familles, une famille verticale et une famille horizontale, comme on le voit à travers le choix de ces deux maquettes. Et comme vous voyez la maquette en bas qui est verticale, il y a une sorte de principe d'accrétion de toutes ces formes géométriques qui donnent l'idée d'une croissance organique à l'infini, en fait, de cet objet maquette. Donc il y a cette idée que la maquette, l'architecture va nous mettre en communication avec une dimension cosmique beaucoup plus large. Alors ici, donc, on passe au futurisme. Et le futurisme, en fait, va aussi, qui est un mouvement en Italie, toujours dans ces années 20, va aussi réaliser beaucoup de maquettes d'architecture, qui sont des maquettes de pavillons, qui sont des maquettes aussi très étonnantes, comme à droite. Donc, vous voyez un pavillon avec des lettres voilà, qui ont une échelle architecturale. Et on voit donc à quel point la maquette va permettre de transformer l'approche de l'espace architectural dans le futurisme italien. Mais c'est dans le mouvement expressionniste en Allemagne que la maquette va jouer un rôle tout à fait important. Donc tout à l'heure j'évoquais cette idée de synthèse des arts, de syncrétisme entre la peinture, la sculpture, l'architecture, ce qu'on appelait en Allemagne le Gesamtkunstwerk, l'idée d'une œuvre d'art totale issue du romantisme qui va vraiment irriguer tout l'expressionnisme allemand. Et donc, on va réaliser des maquettes d'architecture qui sont des maquettes très expressives, très organiques et complètement artisanales. Ce qui est important, c'est de modeler la maquette, comme le fait Hermann Fisterlin, avec des couleurs aussi très vives, des formes organiques, avec ce principe de croissance naturelle. Mais cette dimension artisanale est aussi signifie beaucoup parce qu'on est au début de l'industrialisation, au début de la standardisation de l'architecture. Donc, de faire effectivement une architecture préfabriquée, standardisée, et l'expressionnisme tente d'y échapper à travers cette dimension du geste, ce travail de la matière très, très expressif, très brut, très organique, donc qui va du coup constituer un moment important pour exprimer leur approche de l'architecture. Et en haut, c'est une maquette d'un bâtiment en verre de Bruno Taut, toujours donc en Allemagne, qui illustre cette utopie du cristallin, l'architecture de cristal, l'architecture de verre que l'on retrouve donc en ce début du modernisme architectural et qui va jouer un très grand rôle. Alors on continue de voyager dans les différents pays, puisque vous voyez donc qu'à chaque fois, la maquette d'architecture est vraiment au centre des recherches architecturales que font les différents architectes. Alors ici, donc, vous voyez en haut à gauche une exposition d'architecture en 1923 chez Léon Rosenberg du groupe de Steyl. C'est une des premières expositions d'architecture en tant que telle. Donc il y avait déjà eu des expos d'architecture au XIXe siècle, mais c'était plus des expos de salon. Ici, c'est vraiment des projets architecturaux présentés d'architectes contemporains, présentés dans une galerie. Et c'est très intéressant de voir ces expositions qui datent d'il y a plus d'un siècle. On montrait des maquettes d'architecture avec des dessins, avec des photographies. Et donc ici, la galerie Les Forts Modernes donc, montre des architectes du groupe qui s'appelait de Steyl, qui venaient des Pays-Bas, avec Theo van Doesburg ou Piet Mondrian, que l'on connaît pour la peinture. Et donc, voilà, on voit la manière avec laquelle les maquettes étaient présentées. Et voilà donc quelques-unes de ces maquettes. Et vous voyez donc
quelque chose qui est frappant, c'est également l'approche de la maquette d'architecture qui va un peu se décomposer. Donc la maquette d'architecture va se décomposer en différents plans, de différentes couleurs. Vous le voyez surtout à droite avec ces maquettes qui vous montrent une pensée de l'espace comme un jeu de cartes, finalement, quelque part. Un jeu de cartes avec des couleurs différentes et qui permettent aux architectes, du coup, aussi de développer toute une théorie architecturale qui est celle aussi d'une architecture qu'ils vont appeler plastique. Et cette architecture plastique va s'exprimer à travers donc ces formes, ces plans de couleurs et une forme de dématérialisation, d'abstraction aussi de l'architecture. Vous voyez aussi des dessins, vous voyez donc différents modes de matérialisation. Et donc à cette époque, un des objets les plus importants en termes de réalisation a été le Café de l'Aubette à Strasbourg de Theo van Doesburg avec Sophie Tauber-Arp et Hans Arp, donc qui a matérialisé dans toutes ses dimensions ces principes du mouvement néoplasticiste. Et donc la maquette était un moyen d'explorer cette recherche spatiale de couleurs comme on le voit ici. Et à gauche, donc, vous voyez Gerrit Rietveld. Vous remarquez que souvent, on voit également les architectes avec leurs maquettes. Et c'est vrai que dès le début du XXe siècle, l'architecte va se mettre en scène avec des maquettes d'architecture. Donc, Le Corbusier va nous montrer le plan voisin. Ici, on voit Gerrit Rietveld. Et c'est une manière pour lui de montrer son travail, sa recherche et sa pensée qui va vraiment s'exprimer à travers la maquette. Et donc, Gerrit Rietveld a construit la maison Schroeder dans les années 20. Et vous voyez juste en dessous une petite maquette très brute, très informelle et expressionniste, et une autre maquette beaucoup plus fine, détaillée, et qui exprime vraiment tous les principes de l'architecture. Et vous voyez en haut à droite un objet de mobilier qui est une chaise haute pour enfants. Et il est frappant de constater à quel point elle peut ressembler à une maquette d'architecture aussi, dans son principe de construction de l'espace, à travers les jeux de couleurs, les formes géométriques, l'idée de la modularité que l'on retrouve dans la construction de l'architecture. Donc il y avait vraiment en fait une manière de considérer que l'espace pictural, la sculpture, l'espace architectural se rejoignaient. Et on le voit donc très bien donc, dans ces maquettes d'architecture, évidemment après dans les constructions que ces architectes ont pu faire. Alors on revient donc en Russie, ici avec à Moscou un autre mouvement artistique qui s'appelle le constructivisme. Et le constructivisme va aussi accorder une grande importance à l'idée de construction, donc à l'idée de construction architecturale. Et là aussi, donc, on va remarquer une forme d'ambiguïté entre la sculpture et la maquette d'architecture. Ici, donc, vous avez une exposition importante qui a eu lieu au début des années 20. Et vous voyez ces formes géométriques très abstraites, très épurées. Et les architectes donc, parlaient à propos de ces constructions, de ces sculptures de construction spatiale. Donc, ce qui les rapprochait de l'architecture. Et il y avait vraiment cette idée de rejoindre donc, la sculpture et l'architecture dans ce mouvement constructiviste. Voilà d'autres photos ici. Vous voyez une maquette d'Alexandre Rodchenko, également en bas. Et vous voyez donc cette forme d'expérimentation permanente d'éléments géométriques très simples qui vont donc exprimer toute leur recherche de l'espace. Car à l'époque, il y a aussi une dimension qui est importante, qui est celle de ce que les théoriciens de l'époque appelaient la 4e dimension, qui est celle de l'espace-temps. On veut penser les objets dans l'espace, mais aussi dans l'espace-temps. Et donc de cette manière-là, les architectes vont aussi vouloir faire des objets dynamiques, cinétiques, qui vont exprimer cette idée du mouvement ou du dynamisme. Alors voici d'autres maquettes. On va en Allemagne. Alors vous connaissez peut-être les Meersbau de Kurt Schwitters. C'est un artiste allemand qui, à la fin des années 1919, les années 20, jusqu'au début des années 30, a fait dans sa propre maison à Hanovre des constructions architecturales comme ça dans son intérieur. Alors qui était tout à fait étonnante, donc qui était une sorte de chaos un peu apparemment, qui était ce qu'il a appelé des Meersbau, comme des morceaux d'architecture complètement déconstruits. Et en fait, on est là vraiment à la frontière entre l'architecture et une sculpture qui serait habitable.
Et cette idée de la sculpture habitable, vous allez la retrouver. Et donc, pour faire ces fameux Merzbau, il avait fait au début ces petites maquettes d'architecture qui sont des objets qui ont disparu, qui sont détruits, dont subsistent quelques rares photographies comme celle que vous voyez là. Et toutes ces petites maquettes, vous voyez en haut à droite, c'est une église avec un bouton, avec un petit mécanisme, un rouage. Et ces petites maquettes d'architecture très expressionnistes ou dadaïstes étaient un petit peu le prélude à ces constructions à ces constructions Merzbau qu'il va réaliser par la suite. Et Kurt Schwitter, c'est un artiste, mais qui avait une formation d'architecte. Et donc, on voit à quel point il a formalisé en fait toute sa recherche à travers ces maquettes d'architecture qu'il a ensuite développées à une autre échelle, à une échelle beaucoup plus architecturale avec ces Merzbau dans sa maison à Hanovre. Alors on est toujours dans ce mouvement moderne dont vous voyez la richesse, puisqu'on a traversé plein de pays, de mouvements artistiques, le futurisme en Italie, le suprématisme en Union soviétique, ici l'Allemagne, l'expressionnisme allemand. Et donc ici vous avez les jeux de construction des jouets. Alors des jouets qui jouent un rôle finalement aussi de maquette d'architecture. Parce qu'à l'époque, il était très courant, donc dans ces années 20-30, de faire des jeux de construction qui étaient comme des jeux d'architecture, surtout en bois, mais ça pouvait être aussi en pierre. Et ces jeux de construction, ces jouets pour enfants, ont suivi vraiment toute l'évolution de l'architecture. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. En bas, vous avez donc Alma Sidorf-Bücher, qui est issue de l'école du Bauhaus. Et donc, elle réalise ces jeux de construction très, très connus. Et en fait, c'était aussi une méthode créative au Bauhaus de faire des jouets et des jeux de construction donc à travers des maquettes d'architecture. Et donc là, vous voyez ces formes élémentaires, le jeu des couleurs qui permettent l'éveil, l'apprentissage. Alors la tradition de ces jeux de construction, Bauspiel, vient des théories des pédagogues. En fait, fin 19e, il y a beaucoup de pédagogues qui font beaucoup de théories d'apprentissage, dont Friedrich Froebel par exemple, ou après Maria Montessori qu'on connaît. Et donc, ils vont se servir pour exprimer leur théorie d'apprentissage de blocs géométriques et d'éléments qui évoquent l'architecture. Et donc en haut, vous voyez Lionel Feininger, par exemple, avec cette ville. Ils construisent aussi des villes, Joaquim Torres Garcia. Et donc cette manière d'exprimer en fait le jeu va passer effectivement par cette idée du jeu de construction. Et lorsque l'architecture devient préfabriquée, avec l'essor de l'industrialisation, donc déjà à partir de la fin des années 20, les années 30, on fait des jeux de construction standardisés. Qui sont vraiment à l'image des habitations préfabriquées que l'on fait à cette époque. Parce que vous voyez ici, par exemple, des maquettes de Gropius dans le Bauhaus. Vous voyez qu'on est là vraiment à une époque de standardisation, voilà où on va effectivement plus chercher l'expressivité du geste, mais quelque chose qui est reproductible à travers la maquette. Et donc les jeux de construction faisaient vraiment état de ces principes de standardisation. Donc voilà, la maquette d'architecture nous permet ainsi vraiment de comprendre par sa tridimensionnalité vraiment toutes les expérimentations architecturales de cette époque. Et ce qui va aussi beaucoup jouer, on est toujours donc dans ces années 20-30, c'est la diffusion de la photographie. Parce qu'aujourd'hui, il faut imaginer à l'époque que les revues d'architecture se diffusent beaucoup. Le Corbusier va beaucoup jouer avec la représentation de ces bâtiments dans les revues d'architecture. Ce sera un outil de communication très important pour lui. Et là, on voit des maquettes de Mies van der Rohe à partir d'une étude de Spiros Papapetros, dont il a fait vraiment presque un livre sur ces projets de Mies van der Rohe. Donc vous voyez que Mies van der Rohe part d'une représentation tout en bas, assez expressionniste, avec des maquettes assez informelles de villages. Et ensuite, ça va vers une architecture de verre beaucoup plus dépouillée, épurée. Et en fait, il développe sa pensée de
de l'architecture à travers ses maquettes, mais aussi à travers les photographies qu'il fait de ses maquettes, où il va les photographier en contre-plongée, où il va les photographier avec une certaine lumière à l'arrière. Donc il va considérer ces maquettes d'architecture comme une sorte de micro-architecture et reconstituer un petit peu son environnement, son ensoleillement tout autour. Et c'est grâce à la photographie qui va jouer un rôle important dans la perception de la maquette. Et donc là, on voit des photos d'une exposition d'architecture à la même époque, où on voit ces maquettes. Et en bas, une exposition au MoMA bien plus tard, en 1948, où Mies van der Rohe retravaille à nouveau la maquette d'architecture avec de grandes photographies. Voilà, donc ça, c'est encore toute une histoire à écrire, qui est ce rôle entre la photographie et la maquette d'architecture. Même s'il y a eu un mémoire qui a été écrit sur le sujet, donc c'est vrai que c'est aussi un sujet important dans la diffusion de l'architecture. Alors Le Corbusier, bon là c'est quelques maquettes blanches de Le Corbusier en plâtre, mais c'est vrai que la maquette va être aussi un outil de communication important pour Le Corbusier, comme pour tous les architectes de cette époque. Et en fait, Le Corbusier parlait d'architecture de papier blanche, dématérialisée, pour exprimer tous les 5 principes de son architecture. Et vraiment aussi toutes les théories de Le Corbusier sont passées à travers la maquette d'architecture. Alors donc ça c'était le premier gros chapitre des avant-gardes artistiques qu'on vient de voir à travers cette traversée un peu rapide. Donc là on arrive à un autre chapitre important qui est celle de la maquette comme modèle mais aussi comme prototype, comme un objet architectural, voilà, qui va sauter une échelle, passer à une autre échelle et accéder à voilà, quelque chose qui va dépasser la représentation de l'architecture. Alors on commence ici par cette importance de la maquette aussi dans l'imaginaire, dans ces années 30, puisque vous voyez en haut, c'était le ballet, le skyline de Manhattan, et tous les architectes de Manhattan s'étaient déguisés avec leur propre maquette. Et au centre, on voit la maquette du Chrysler Building, qui à l'époque était la plus haute construction gratte-ciel, et qui était déjà en train d'être dépassée par l'Empire State Building. Et donc, ces maquettes habitées montrent à quel point, là aussi, la maquette avait un pouvoir symbolique très important. L'image en dessous, c'est le Futurama de Norman Bel Geddes, où vous voyez des spectateurs qui regardent une maquette géante de ville, où là, c'est la maquette, les maquettes sont le spectacle même que l'on contemple. Et en bas à droite, vous voyez une très très grande maquette de Theodor Conrad qui était très célèbre à l'époque. Et c'est avec lui que les maquettistes vont devenir des concepteurs, des auteurs. Il va se réclamer comme un auteur, un créateur à part entière à travers ces maquettes. Il va faire des très grandes maquettes et certaines sont même éclairées comme des bâtiments. Donc, et on voit à quel point la maquette sert aussi d'outil de communication. Et cette échelle un peu hypertrophiée, extravagante, permet aux architectes de communiquer sur leur architecture. Voilà, puis on voit différentes constructions de cette époque qui sont aussi entre l'échelle de la maquette et de la maison préfabriquée, voilà, qui étaient aussi assez caractéristiques de ces années, fin des années 20, début des années 30, avec l'essor de l'industrialisation. Alors il y a aussi un petit chapitre sur la maquette comme propagande dans l'art nazi. Vous connaissez certainement donc le rôle qu'a joué Albert Speer, l'architecte d'Hitler, qui réalisait des maquettes absolument gigantesques. Et ici en haut, vous voyez une photographie d'une procession d'une maquette où là, il y a une sorte de référence à une pseudo-antiquité gréco-romaine. Et donc, voilà, on porte des maquettes, soi-disant, de temples, ces références antiques. On reprend cette idée d'architecture portative. Et ces références historiques vont faire partie de cet imaginaire mortifère de l'art nazi. Et vous voyez en bas une autre image assez saisissante
puissante où on a des têtes qui dépassent. Vous voyez ce qui montre l'échelle de la maquette d'architecture qui est absolument gigantesque, là aussi pour représenter une ville. Donc voilà, il y avait cette idée aussi que le présent était déjà une forme de ruine dans cet imaginaire architectural nazi où la maquette va aussi jouer un rôle important. Alors ici, donc, on passe à toute autre chose qui est le rapport de la maquette à la notion de structure. Donc on va plus du côté de l'ingénierie et ça c'est aussi toute une histoire extrêmement importante de la maquette comme objet d'expérimentation. Donc à travers les radiolaires de Robert Lericollet en haut à gauche, qui va s'intéresser à la croissance organique des formes. Vous voyez d'autres maquettes de Fraiotto en plâtre, par exemple ici en bas à gauche. Il a fait aussi des maquettes avec des bulles de savon pour faire des architectures aussi dématérialisées que possible. Et c'est grâce à tout ce travail sur les voiles tendus, les effets tenseurs, les structures, que des architectes comme Fraiotto ont pu réaliser des architectures extrêmement légères. Et la maquette donc a vraiment servi d'étude structurelle. Et ce sont des objets mathématiques qui sont absolument incroyables. Donc Graham Bell avec les tétraèdres, Emmerich qui est présent dans la collection du Frac-Centre, qui a été un des grands représentants de cette recherche structurale sur la forme, avec ce qu'on appelle la tenségrité, des objets autotendants, avec un principe de traction, compression. Vous voyez les bâtonnets et des éléments plus souples qui vont permettre de construire des formes géométriques complexes. Et en bas, c'est Kenneth Nelson, qui est un artiste qui lui aussi a développé ces principes de tenségrité, qui vont être repris par Buckminster Fuller, que vous avez à droite. Alors donc, je vous montrais tout à l'heure des architectes qui se posaient aux côtés de leurs maquettes. Et c'est le cas aussi de Buckminster Fuller, qui était obsédé par les maquettes. Il ne se déplaçait jamais sans maquette d'architecture. Il se faisait photographier toujours à côté de maquettes d'architecture. Ici, à côté d'un de ses projets, il y a la maison d'Imaction, entre autres, et qui était donc une recherche entre l'art, la technologie, l'architecture, pour repenser donc un autre intérieur, une autre architecture qui était liée aussi à une idée d'environnement global chez Buckminster Fuller. Et la maquette d'architecture, on le voit ici donc posant à côté d'autres maquettes, était vraiment donc l'outil pour interroger à travers cette notion de structure spatiale. Il a réalisé des dômes géodésiques et donc des architectures éphémères, légères, transportables. Donc voilà, ça a été une manière de révolutionner également l'architecture qui du coup va se réduire à une structure. Alors dans ce livre, il y a aussi un grand chapitre sur Frédéric Kissler. Donc s'il y a un architecte qui a été obsédé toute sa vie par les maquettes d'architecture, c'est bien Frédéric Kissler, qui est autrichien mais qui va travailler aux États-Unis. Et on voit quelques maquettes voilà, qui vous montrent finalement surtout un seul projet qui était la Maison sans fin. La Maison sans fin, vous le voyez poser, s'appuyer sur cette maquette. Donc ça ressemble à une sorte de sculpture un peu primitive, comme une grotte avec des orifices. Et donc c'était une sorte d'enveloppe sans fin pour Frédéric Kissler et de sculpture, mais de sculpture habitable. Et avec Frédéric Kissler, on passe à un architecte, un artiste qui va toute sa vie faire des maquettes d'architecture et les représenter dans toutes ses formes, à toutes les échelles. Et il va faire énormément de photographies. Donc où il va montrer des détails de matière, comme on le voit en bas à droite. On a comme des croûtes géologiques de ces matières d'architecture. Et il va aussi entrer à l'intérieur même de ces maquettes d'architecture à l'échelle 1:1. Et des maquettes d'architecture qui sont comme son cénotaphe, qui sont comme aussi son tombeau. Donc c'est quelque chose qui est comme une sorte de fusion. La maquette est un organisme vivant avec lequel il va fusionner complètement. Alors, il va être donc remarqué par Arthur Drexler, qui est le directeur du MoMA, qui l'invite à exposer donc, au début des années 50 ses maquettes. Et l'exposition s'appelle Architecture visionnaire.
Et donc voilà, ce projet de l'Endless House, de la maison sans fin, va être un petit peu le clou de cette architecture visionnaire qui au début des années 50 est portée par Kissler, mais qui traverse véritablement toute sa vie et qui fait vraiment de la maquette quelque chose, on va dire, de psychique, de spatio-temporel. Voilà, tout va, c'est le monde entier en fait qui va se retrouver incarné à travers la maquette. Et cette figure de Kissler dont je viens de vous parler va jouer un rôle essentiel dans tout un mouvement qu'on va appeler l'architecture-sculpture. L'architecture-sculpture qui va se développer dans les années 60 et 70, avec ici un exemple des collections du Frac-Centre André Bloch, les sculptures habitacles. Et donc on peut remarquer d'ailleurs formellement les similitudes. André Bloch avait été aussi assez influencé par Kissler. Alors cette architecture-sculpture qui se développe dans les années 50-60, le terme même a été inventé par Michel Ragon dans un livre qui s'appelle « Où vivrons-nous demain ?» Alors Michel Ragon voilà, met ensemble architecture et sculpture en 63. Et en fait, il va fédérer aussi différents architectes. Et l'idée, c'est que les frontières entre la sculpture et l'architecture vont s'effacer. Marino di Teana, vous voyez une maquette tout en haut, la ville du futur. En fait, Marino di Teana disait mes sculptures sont des maquettes d'architecture. Donc il ne voyait pas du tout de différence entre la sculpture et la maquette d'architecture. Et l'architecture-sculpture a permis à des architectes comme Pierre Zekeli que vous voyez là, de justement s'exprimer à travers des formes organiques, géométriques, et de retrouver aussi une dimension d'humanité qui avait disparu avec les grands ensembles, l'architecture fonctionnaliste de ces années 60, 70. L'architecture-sculpture a permis comme une sorte d'échapper à ce fonctionnalisme et à cette architecture rationnelle, donc en essayant effectivement de retrouver une architecture, on va dire, aux dimensions de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que l'architecture-sculpture se retrouve dans l'architecture, mais aussi dans l'art. Par exemple, avec Étienne Martin, que vous avez tout en haut. Alors, vous voyez cette sculpture, les demeures d'Étienne Martin qu'il fait donc à cette époque, ce sont des sculptures habitables. Et donc, voilà, ce sont des sculptures habitables, mais ce sont aussi des représentations d'architecture, comme des grottes, comme des cavernes dans lesquelles on peut entrer. Donc, voilà, il y a cette idée qu'on peut habiter la sculpture, donc on peut habiter cette représentation qu'est la maquette aussi, qui se confond avec la sculpture. En dessous, vous avez Claude Parent, Paul Virilio, une maquette aussi au Frac-Centre, qui pour lui n'est pas du tout de l'ordre de l'architecture-sculpture, mais néanmoins, avec cette forme de bunker, on retrouve un intérêt pour ces formes organiques qu'on a dans l'architecture-sculpture. Et donc ce mouvement d'expérimentation va s'exprimer aussi à travers des nouveaux matériaux qui sont le plastique, les matériaux plastiques qui se diffusent début des années 60 surtout. Et là vous avez tout un ensemble de maquettes qui sont au sein du Frac-Centre. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir une fois de plus l'importance de la maquette d'architecture dans la construction même de la pensée architecturale. Vous avez au milieu une photographie d'une bulle d'Antilovag. Antilovag, c'est cet architecte qui a construit le palais Bulle dans lequel Pierre Cardin va vivre pendant un moment, qui est à Théoul-sur-Mer. Et donc, vous voyez une maquette qui évoque un petit peu ces sphères qui s'emboîtent. C'était des constructions en béton projeté sur du ferraillage, donc très simple. Le principe, c'était de faire des architectures spontanées, des architectures un peu sans architecte aussi, donc très, très rapide à faire avec le principe dit de l'autoconstruction. Et donc, Antilovag va réaliser quelques-unes de ces architectures. Et donc, la maison que l'on voit était pour lui une maquette de l'architecture qu'il a réalisée avec le palais Bulle. Donc il a fait une maquette à l'échelle 1-1, donc de 2 ou 3 bulles dans lesquelles il vivait. Donc voilà, donc on a là aussi une sorte de fusion de l'architecte avec ces maquettes.
Et donc à droite, vous voyez des sculptures de Pascal Ozerman et de Chaniac qui ont aussi repensé complètement l'architecture avec ce principe de modularité qui leur permettait de travailler à toutes les échelles et de faire à travers donc la légèreté de ces modules, de ces bulles, une architecture qui pouvait être aussi mobile, déplaçable facilement. Voilà d'autres exemples en Italie. Et Ugo Lapietra, Vittorio Giorgini est un bon exemple parce qu'il a vraiment construit. Certains, comme Ugo Lapietra, n'ont pas été jusqu'à la construction de véritables maisons, mais Vittorio Giorgini a vraiment donc actualisé ce principe d'une architecture qui se donne véritablement aussi comme une sculpture dans l'espace et repense complètement l'espace architectural. Et puis Hans Solheim qui a eu donc une exposition récemment au Centre Pompidou, qui est présente dans la collection aussi du Frac Centre. Hans Solheim a pensé l'architecture aussi à travers cette idée de sculpture, mais extrêmement primitive. C'est comme si en fait il revenait aux sources mêmes de la sculpture primitive, de l'art pariétal, de la préhistoire, à travers ses photos, montages, ses collages ou ses maquettes d'architecture assez informelles, qui pour lui sont une sorte de geste très expressionniste où il va critiquer là aussi le fonctionnalisme de l'architecture à travers cet objet qu'est la maquette. Donc voilà, et d'ailleurs Hans Solheim avait fait sa thèse d'architecture sur la maquette d'architecture à Berkeley en 1960 comme architecte. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obsessions dans l'appropriation, la réappropriation de la maquette d'architecture, comme vous le voyez. Et toutes ces histoires, en fait, sont toujours synonymes et accompagnent des mouvements artistiques. C'est ça qui est assez incroyable, que j'ai voulu montrer aussi dans cet ouvrage, c'est qu'à chaque mouvement artistique important du XXe siècle, il y a un travail sur la maquette d'architecture particulier, une pensée architecturale qui va s'exprimer voilà, d'une manière différente à travers les maquettes. Et ici, donc, en haut à gauche, vous voyez Michelangelo Pistoletto, l'artiste italien de l'Arte Povera en Italie dans les années 60, donc qui va s'intéresser à l'art pauvre et qui fait cette construction. Alors c'est une maquette d'architecture, mais c'est assez grand pour une maquette d'architecture, mais il ne peut pas entrer à l'intérieur. Donc c'est ni une maquette ni une architecture. Donc il renvoie la maquette à sa notion aussi d'objet artistique, d'objet conceptuel, et interroge évidemment sur l'impossibilité d'habiter. Cette impossibilité d'habiter quelque part qui va aussi beaucoup préoccuper la plupart des mouvements radicaux conceptuels. À droite, vous voyez Torre Sottsass, qui est ce grand architecte et designer italien qui parlait de ces objets de mobilier comme des petites architectures. Et Torre Sottsass réalise en haut à gauche, vous voyez, c'est une maquette, il appelle ça maquette spatiale, donc en référence à toutes ces constructions spatiales des avant-gardes que l'on a vues. Et cette maquette spatiale, c'est une forme cinétique qui tourne potentiellement dans l'espace et qui exprime cette dimension de l'espace-temps qui était importante à l'époque dans le constructivisme russe. À droite, c'est une petite maquette qui est dans les collections du Frac Centre, qui sont des espèces de petites boîtes miniatures. Ce sont des armoires. Et donc, ce sont à la fois des objets de mobilier et des sortes de formes totémiques de l'architecture que représente Sottsass. Donc, à travers l'objet de mobilier, l'armoire, il y a toute une réflexion sur la maquette et l'architecture. Là, donc, on a ici d'autres exemples de cette architecture radicale dont le Frac Centre est un peu la collection de référence, comme vous le savez, avec ici les projets des Italiens Super Studio, les histogrammes d'architecture. Et on a une sorte de principe de réduction radicale de l'architecture, où en fait, ces groupes italiens faisaient beaucoup de... L'architecture, pour eux, était quelque chose à détruire. Il fallait s'opposer à l'architecture qui symbolisait le pouvoir, qui symbolisait donc quelque chose qui finalement
ainsi leur échappait. Et donc ils cherchaient à se le réapproprier différemment à travers à la fois des happenings, des performances, une attitude contestataire qui va passer aussi à travers des objets de mobilier ou des maquettes d'architecture. Donc ils vont quelque part faire disparaître l'architecture. Donc l'architecture n'existe plus, ce sont des formes géométriques réduites donc à des formes mathématiques, donc il n'y a plus de ville non plus. Et donc il y a une dimension évidemment très ironique aussi dans leur travail, assez subversive, de vouloir repenser de fond en comble l'architecture. Et pour la repenser de fond en comble, il faut repartir d'une forme de degré zéro, de repartir depuis rien pour tout reconstruire quelque part dans leur radicalité. Et donc le FRAC a ces modèles, ces grandes maquettes dans sa collection. Et c'est aussi Super Studio. Maintenant, c'est une pièce qui est entrée aussi dans la collection du FRAC, qui avait été exposée à la Biennale de Venise. Et ce sont en fait en 78 des maquettes en sel qui représentaient des formes architecturales archétypales et qui fondaient en fait, qui se détruisaient petit à petit. Donc il y avait à nouveau cette idée de la destruction de l'architecture. Voilà, et toute cette architecture radicale va en fait transformer, je dirais, la maquette d'architecture en des performances, des objets de mobilier, va en faire quelque chose, un objet critique qui va prendre plein de formes très différentes. Si on regarde en bas la tente rouge de Franco Raggi, donc voilà, c'est une sorte de maquette d'architecture mais qui ne ressemble à rien. C'est une sorte de hutte primitive, ça ressemble soi-disant à un temple grec. Donc Franco Raggi s'amuse un peu avec tous les codes de Vitruve, de l'architecture, le mythe de la hutte primitive de l'abbé Laugier, et puis il fait une performance tout simplement. Toutes les personnes qui font partie de cette performance vont ainsi peindre des grands draps et représenter l'architecture sur des branchages. Et donc on a ainsi l'architecture qui devient un objet très précaire, un objet nomade, pauvre aussi, et donc qui pose toutes ces questions sur le pouvoir de symbolisation de l'architecture. À droite, vous voyez d'autres performances de Michele De Lucchi, donc à travers des maquettes d'architecture, qui sont aussi des objets pauvres, des maquettes que l'on habite. Et c'est des processions à nouveau. Donc on retrouve très souvent cette idée de procession, de maquettes d'architecture, aussi de cette manière ironique à travers ces morceaux de carton qui se retrouvent assemblés de manière délibérément pauvre, précaire, qui forment des maquettes d'architecture que l'on va promener en procession comme s'il s'agissait d'architecture monumentale et symbolique. Alors dans cette histoire de l'architecture, donc on a un autre artiste qui en fait ne s'est exprimé qu'à partir de maquettes d'architecture, pratiquement, qui est Constant. Constant est un artiste néerlandais, Constant Nieuwenhuis, et à partir de la fin des années 50, 58, 59, il se met à faire des maquettes d'architecture en plexiglas. Vous voyez la grande maquette tout en haut, elle s'appelle le Spatiovore, et ça fait partie de tout un projet qui s'appelle New Babylon. Constant va imaginer en fait une ville à l'échelle de la planète. Et en fait, c'est très étonnant parce qu'il va penser la planète comme une histoire de migration, en fait. Donc la Terre entière est un village planétaire et on se déplace d'une station à une autre. Et ce Spatiovore est une de ces stations. Et en fait, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus que des migrants. Et donc, ces migrants traversent, sans s'arrêter jamais, infiniment toute la Terre et passent ainsi d'une station à une autre. Et donc, toute cette utopie architecturale, Constant va ainsi la travailler, la développer à travers ses maquettes d'architecture,
dont il parle comme des machines atmosphériques. Car ces habitats que vous voyez ici sont des espèces d'enveloppes artificielles, où on a une température qui est toujours la même, des environnements, on a la même lumière, la même température, qui permettent de protéger l'homme de toutes de tout ce qui peut lui arriver à l'extérieur, dans un monde qui est devenu un monde hostile. Et donc toute cette utopie de Constant va trouver s'exprimer à travers ces maquettes en plexiglas, qui était un matériau pas très utilisé à l'époque. Et pour exprimer son utopie, il faisait des conférences avec des diapositives où on voyait ainsi toutes ces constructions à travers le mouvement de ces diapositives qui se succédaient les unes aux autres. Alors donc on en arrive au sujet de l'exposition du FRAC avec Yona Friedman et la belle exposition qui est présentée aujourd'hui au FRAC. Et c'est vrai que le FRAC Centre a des maquettes vraiment historiques de Yona Friedman. Vous voyez ces petits nœuds qui sont aussi dans l'exposition, qui matérialisent ce que Friedman appelait des villes spatiales, des structures spatiales, qui sont des structures dans les 3 dimensions. Et donc, on a une superposition de niveaux qui vient par-dessus des villes existantes. Donc, on garde l'architecture telle qu'elle est et on va construire par-dessus ces nappes continues. Et chacun va déplacer son habitat à travers le principe de l'autoplanification que Friedman a mis en avant. Alors ces maquettes sont aussi des objets pauvres, faits en carton, avec des objets récupérés. Ici en bas, vous voyez, c'est des bracelets indiens. Il était très influencé par l'Inde, par les objets décoratifs. Et donc il a récupéré ces bracelets en plastique pour former en fait les formes géométriques que vous voyez là, avec des morceaux de polystyrène découpés, qui visualisent en fait les parties habitées. Et il y a des parties vides. Et donc on va ainsi se déplacer d'un endroit à un autre. Et donc, toute la réflexion de Friedman a une portée aujourd'hui importante, parce que c'était une réflexion sur comment vivre aujourd'hui dans des villes saturées, comment reconstruire par-dessus ces villes, et comment repenser des habitats où les habitants seraient eux-mêmes responsables aussi de leur place à l'intérieur de ces espaces urbains. Et ce qui était important également, c'est qu'il n'y avait plus du tout de forme architecturale. Donc, il n'y a plus que des grilles. L'architecture disparaît comme forme, comme représentation, et ces grilles vont se développer à l'infini. Et ça, c'est vraiment toute une utopie architecturale importante, dont l'architecture du Centre Pompidou, par exemple, que vous connaissez bien, est un peu l'héritière parce qu'elle était très influencée par ce qu'on appelait les mégastructures, qui sont ces grandes infrastructures à l'infini, dont voici à gauche des maquettes importantes aussi historiquement, qui sont FRAC Centre, et qui permettaient aux architectes de l'époque de penser à l'idée du micro, c'est-à-dire de l'enveloppe où on habite, avec l'échelle du macro de la ville. D'une ville à une grande échelle. Alors on peut se dire que c'est comme une sorte de science-fiction, mais quelque part c'était aussi essayer de retrouver une place à l'homme dans des environnements aussi qui lui échappaient, construits, qui lui échappaient de plus en plus. Et donc cette critique de l'architecture de ces années 60-70, elle se fait à travers des performances. Ici vous voyez Coupe Himmelblau à gauche avec des gonflables par exemple. On retrouve Hollein à droite avec cette pilule. Et vous voyez que la pilule s'appelle architecture. Donc, alors est-ce que la pilule est une maquette d'architecture quelque part, parce que c'est une architecture toute petite en réduction, et donc Hollein, dont on a vu l'approche très radicale, donc veut montrer que l'architecture en fait n'a pas de forme, que l'architecture peut disparaître complètement, peut être une sorte d'environnement psychosensoriel, ça peut être quelque chose de complètement mental, et donc en avalant la pilule, donc on devient soi-même aussi quelque part une forme d'architecture. Et donc tout ce travail sur la transformation métabolique de l'architecture, encapsuler le cerveau, vous voyez ici des casques, des excroissances,
Et le rôle du casque donc, et de ces gonflables que l'on voit à travers ici différents groupes était aussi très important, puisqu'en fait, ce sont aussi, on montre que la maquette d'architecture est comme une extension du cerveau, comme on le voit donc, en haut à gauche avec ces maquettes de Walter Pichler. Donc finalement, l'architecture fusionne complètement avec le corps et elle va devenir aussi, à travers le corps, un nouveau médium technologique de connexion avec le monde entier par une autre forme de capillarité. Et donc pour terminer ce chapitre, on va terminer par manger des maquettes. Pourquoi pour aller jusqu'au bout de cette idée de se réapproprier le pouvoir magique de l'architecture. Donc beaucoup d'architectes, cette idée de la maquette comestible est ancienne. Vous voyez en haut à gauche donc Antonin Carême qui était très célèbre parce qu'il faisait des pâtisseries très compliquées en forme de maquette d'architecture. Donc vous le voyez donc ici, donc avec d'ailleurs des formes qui parlaient à tout le monde à l'époque. Et ces gâteaux en forme d'architecture, par la suite, beaucoup d'architectes en ont fait aussi sous forme de performance. Et là, vous voyez des performances dans les années 60 avec Hausrucker Co. Et qui ont fait des maquettes mangeables à partir de différents ingrédients, de légumes ou autres, ou de gâteaux. Et l'idée était de s'attaquer, de détruire cet objet architectural ou de se réapproprier le pouvoir magique, symbolique de l'architecture en le mangeant. Voilà, avec cette idée de la transsubstantation, là aussi, donc en détruisant ces formes architecturales, ces maquettes. Donc vous voyez que là, la maquette est vraiment l'objet d'un geste transgressif vis-à-vis, à l'égard de l'architecture. Alors on avance, vous avez encore un peu de courage, on avance là, de manière assez chronologique pour retrouver un autre architecte obsédé par les maquettes d'architecture, qui est un architecte américain, Peter Eisenman, qui va lui aussi cristalliser toute sa pensée de l'architecture à travers la maquette. Et donc, il est influencé par ce qu'on appelle le structuralisme, la philosophie de Jacques Derrida. C'est quelqu'un donc qui va se situer dans une démarche aussi théorique, mais il va faire une douzaine de projets de maisons, dont 4 vont être construits. Et ce qui est intéressant, c'est que les maisons construites ressemblent à des maquettes d'architecture. Elles sont complètement blanches, complètement dématérialisées, et les maquettes d'architecture elles-mêmes deviennent des objets complètement étranges, qui sont ce qu'il appelle des maquettes axonométriques. Il va les représenter d'un point de vue particulier, qui leur donnera donc une sorte de transformation spatiale. Et donc on aura un dessin axonométrique, une maquette axonométrique et la construction. Et vous voyez que finalement les limites entre l'architecture, entre la maquette et le dessin axonométrique vont complètement en fait disparaître. Là aussi pour interroger, je dirais quelque part, l'essence même de l'architecture et l'impossibilité d'habiter aussi quelque part à travers cette décomposition de l'architecture. Donc vous voyez au fond, donc à droite, en bas, une maquette axonométrique et vous voyez vraiment cette idée de mouvement, de dynamique spatiale qui transforme vraiment tous les points de vue de la maquette et de l'espace et disloque ainsi en fait complètement l'espace et le temps à travers la maquette. Alors on arrive au début des années 80 avec un autre mouvement qui est le postmodernisme. Et Aldo Rossi, qui est un architecte, un théoricien. Et c'est intéressant de voir que le postmodernisme va être lancé en Italie au moment de la biennale, d'une première biennale d'architecture à travers ce théâtre du monde. Alors le théâtre du monde d'Aldo Rossi, vous le voyez, donc il flotte sur la lagune de Venise. Alors c'est très étrange, est-ce que c'est une maquette, est-ce que c'est un théâtre, est-ce que c'est une construction architecturale? Donc c'est un objet qui est
représente effectivement un théâtre, puisqu'à l'intérieur il y a des gradins, mais qui n'a pas vraiment servi. Et en fait, le principe était que ce soit une architecture flottante, éphémère, qui puisait dans différentes références, qui était le théâtre de la mémoire à la Renaissance, qui étaient d'autres références historiques ou les architectures de phare pour Aldo Rossi, et qui lui permettait ainsi d'exprimer la dimension fictionnelle de l'architecture. Où est l'architecture? Où est l'image? Voilà comment on se situe donc entre cette image, la représentation de l'architecture et l'architecture elle-même. Donc voilà, donc ce projet du Théâtre du Monde va ainsi porter beaucoup de questions sur le statut de l'architecture à travers cette transformation de l'architecture en une image, à une sorte de fiction architecturale. Et puis à la fin des années 80, c'est un autre mouvement architectural très important, qui est aussi très important parce que pour la première fois, avec la déconstruction, les dessins, les maquettes d'architecture sont considérés comme des œuvres à part entière. Et la collection du Frac-Centre, donc à travers l'impulsion de Frédéric Miguerou, a vraiment été la première à collectionner ces architectes de la déconstruction. Et c'est vraiment la seule collection au monde où on a de grandes maquettes de Tchoumi, de Daniel Libeskind, de Zaha Hadid, de tous ces grands noms de l'architecture, et qui se retrouvent effectivement exclusivement, pratiquement dans la collection du Frac-Centre. Et la déconstruction, donc c'est ce mouvement architectural qui va essaimer un peu partout, qui a eu une exposition au MoMA, au Musée d'Art moderne de New York en 88, qui va être une exposition manifeste, et va présenter évidemment tous les projets en déconstruisant le langage de l'architecture avec une grande complexité formelle, mais également des références, l'image tout en haut, au constructivisme, au suprématisme, dont ces architectes en fait vont s'inspirer. Zaha Hadid va s'inspirer de Tatlin, voilà, chacun va puiser dans ces avant-gardes modernes sa manière de déconstruire l'architecture comme un nouveau langage où la maquette est vraiment ici un outil réel d'expérimentation. Et ces architectes ont également pensé d'une manière très précise comment les objets sont présentés. La dernière image en bas, vous voyez tout au fond une maquette axonométrique de Tchoumi. Je ne sais pas si vous la voyez tout au fond. Elle est dans la collection du FRAC et elle est posée au sol. Voilà, il y a des maquettes de Daniel Libeskind avec des socles très hauts ou pour voir en surplomb les maquettes. Donc il y avait aussi toute une manière de penser l'exposition d'architecture, donc avec les commissaires qui étaient Marc Viclet et Philippe Johnson. Et donc voilà, donc là, dans la collection du FRAC, on a ce projet emblématique, manifeste de Tchoumi avec le parc de la Villette, toute la déconstruction programmatique de ces formes. Et puis, donc là, je passe effectivement voilà, tout de suite. Et puis, donc, vous voyez ces petites maquettes d'architecture qui se référaient aussi au constructivisme russe. Voilà, donc il y a beaucoup de références dans cette architecture de la déconstruction. Alors il y a un chapitre donc de cet ouvrage qui est consacré aux artistes. Alors c'est pas le sujet vraiment central du livre, mais néanmoins c'est un sujet à part entière. Donc on pourrait faire une thèse entière, un livre entier sur le rôle de la maquette d'architecture dans l'art, parce que ça a vraiment un rôle très important. Et donc ça se développe beaucoup dans les années 80, avec par exemple en haut Thomas Schutte, où la maquette est vue comme un modèle à penser l'espace. On va s'interroger sur la notion d'espace public, que signifie l'architecture dans cet espace public, et l'architecture va être ce modèle à penser. Voilà, la maquette que vous voyez tout en haut à droite, c'est la toute première acquisition du Frac-Centre. Donc, alors en quelle année donc c'était le projet date de 91. Oui, d'Hilaire Escofidio. Alors c'est un objet vraiment étonnant parce qu'en fait c'était au départ un vrai projet d'architecture de D'Hilaire Escofidio. La porte est toute petite, ça s'ouvre comme un cône de vision et en fait l'idée c'était vraiment d'élargir la maison vers la mer, mais la maquette fait
pas mal d'allusions. Elle fait allusion à la promenade architecturale de Le Corbusier avec la voiture qui arrive. Elle fait allusion à la Villa Malaparte et à ses escaliers, aux nus descendant l'escalier de Duchamp. En fait, c'est une maquette d'architecture qui est aussi une fiction. C'est comme une sorte de fiction littéraire. On peut raconter une histoire, ou c'est comme une sorte de parabole philosophique sur l'approche de l'espace, voilà, de la création architecturale entre l'art, l'architecture, la littérature, donc voilà, qu'on peut déchiffrer à travers cet objet. Juste en dessous, c'est Jordi Colomer qui a fait une vidéo où il s'interroge aussi sur la tautologie de la maquette d'architecture, avec ce petit personnage qui promène des maquettes dans différentes villes, à Barcelone, Bucarest, etc. Et à chaque fois, ça reprend les architectures qui sont derrière, mais de manière complètement pauvre, comme des accessoires de théâtre. En bas, c'est des architectures, des maquettes de papier qui sont photographiées par Thomas Dimanda. Voilà les maquettes atmosphériques de Bertrand Lamarche. Donc là, ce sont d'autres pièces du Frac Centre que vous avez peut-être vues. Et vous voyez donc toute la variété d'expression de ces objets maquettes. Kaderatia en haut représente en fait le plan d'une ville dans le désert, d'un village mozabite. Et on a un peu comme le cadastre qui est donc présenté en creux, en vide. Et c'est du couscous qui figure le désert, le sable. Et c'est toute une réflexion aussi sur l'importance de cette architecture, sur l'architecture moderne, notamment de Le Corbusier. En bas, c'est Didier Faustino avec une maquette d'1 mètre carré qui est impossible à habiter. Alors d'autres objets, vous voyez en haut, c'est une artiste aussi dans les collections du Frac Centre qui a transformé un objet de mobilier en maquette d'architecture, donc voilà, qui se réfère à Le Corbusier. Et donc les inspirations qui puisent dans l'architecture sont vraiment à l'infini. Avec Charles Simons, la maquette d'architecture se confond avec son propre corps. Rachel Whitehead fait référence à Malevich, au suprématisme. En haut à droite, c'est Olafur Eliasson qui avait créé des véritables Wunderkammer, comme des cabinets de curiosité de maquettes. Et c'est un artiste qui a donc une collection de maquettes impressionnantes, qui sont ces petits objets que vous voyez aussi, un peu cristallographiques, géométriques, qui lui permettent de s'interroger sur l'objet mathématique et également sur cette idée de croissance organique de l'architecture, donc pour lui, qu'on retrouve aussi à travers la maquette. En dessous, c'est Andrea Branzi, et voilà, où la maquette, là aussi, nous permet de nous interroger sur la condition existentielle de l'homme à travers ces petits personnages primitifs. Alors donc on arrive donc pour terminer en quelques minutes parce que donc voilà, je vous prends déjà beaucoup de temps et on arrive enfin au bout avec la maquette à l'ère numérique. Est-ce qu'il y a toujours des maquettes d'architecture? Est-ce que maintenant il n'y a plus que des maquettes numériques qui du coup n'existent plus en tant que telles? Et c'est vrai que l'architecte Frank Gehry a joué un rôle important tout au début de l'architecture numérique. Au début, il était complètement opposé. Il ne voulait pas du tout utiliser d'ordinateur. Et donc, vous avez une maquette en carton de sa maison, des maquettes en tissu. Et en fait, c'est en modelant de manière très gestuelle, manuelle, des maquettes, un peu comme ça, qui ont été ensuite scannées, numérisées, voilà, qu'il en est venu étape par étape donc, au numérique, à travers les logiciels aussi de Dassault, Katia, qu'il a été le premier à utiliser. Donc il s'est emparé de ces logiciels de l'aéronautique pour faire des architectures numériques extrêmement complexes. Et la Fondation Vuitton, qui réalise donc à Paris, à Boulogne, va être une architecture complètement réalisée par ce qu'on va appeler le BIM, Building Information Modeling, qui est une sorte de maquette informationnelle à 100%, une maquette en fait qui est en temps réel. Donc voilà, on interagit en temps réel. Donc voilà, les architectes aussi utilisent aujourd'hui de plus en plus cet outil qui va permettre donc à Gehry de faire ces projets de grande ampleur. Et donc Archilab en 99-2000 va montrer un peu cette archéologie quelque part du numérique à travers Objectil, Greg Lynn, donc tous ces architectes qui vont se réunir à Orléans,
qui vont s'interroger sur la forme architecturale en puisant beaucoup dans la nature. Cette idée d'une forme évolutive qui va se transformer, être dans une croissance organique, qui vont développer, se matérialiser à travers différents types de maquettes. Et puis, on a pu aussi se rendre compte qu'à un moment donné, les architectes, l'échelle de la maquette elle-même était devenue celle du prototype à l'échelle 1:1 à travers ces pavillons. Par exemple, ici, vous voyez cette construction, ce pavillon en bois d'Hakim Menges. En fait, c'est une manière de voir comment le bois réagit à l'humidité pour travailler une architecture qui s'intégrerait aussi climatiquement dans son environnement. Et donc là, on a cette espèce de maquette, de prototype à l'échelle 1:1 qui permet à l'architecte d'expérimenter en fait vraiment son projet architectural. Donc là, la maquette, quelque part, je dirais, va se métamorphoser en plein de choses. Neri Oxman fait des petits vases. On a donc Easy City avec Philippe Morel qui fait des chaises, des objets de mobilier qui permettent d'échapper un peu au formalisme de la maquette d'architecture. Mais quelque part, ces objets de mobilier fonctionnent comme des petites architectures parce qu'ils permettent de penser aussi l'espace architectural numérique. Également Daniel Widrig à travers en haut un objet qui est dans la collection du FRAC. Donc voilà, donc la maquette quelque part, la manière de travailler avec la maquette comme outil d'expérimentation de l'espace va quelque part se transformer en d'autres objets qui vont échapper donc à ce principe de représentation, de réduction de la maquette. Alors pour conclure, l'objet, la maquette, l'objet modèle. Donc on a vu que c'était plus un anti-modèle qu'un modèle, que la maquette avait été beaucoup plus subversive, transgressive que finalement mimétique par rapport à l'architecture. Et donc c'est vrai que j'aime aussi beaucoup cette maquette de Hausrucker Co qui s'appelle Morceaux de nature dans un bocal au début des années 70. Voilà, ça nous dit beaucoup sur cette idée de construire un espace artificiel aussi et comment la maquette est un objet à l'échelle très réduite qu'on peut également transporter, manipuler. C'est un objet nomade qu'on peut prendre sous le bras et aller d'un endroit à un autre à travers cette maquette qui va repenser, qui va incarner aussi une forme de miniaturisation du monde et une manière également de modéliser aussi notre approche du monde à travers cette idée d'une architecture en réduction. Et donc, du coup, on termine avec deux petites maquettes qui sont des objets pauvres, qui nous montrent là aussi que finalement, la maquette d'architecture, c'est juste un bout de carton plié ou une petite échelle avec ces objets pauvres de Yona Friedman que vous avez là, qui permettent d'être tout de suite des modèles ou des anti-modèles à penser l'architecture. Merci beaucoup. Voilà, mais s'il y a des questions. Qu'est-ce que tu allais dire, monsieur ? Oui, alors les artistes continuent toujours de s'intéresser aux maquettes d'architecture et d'en faire soit des installations, des performances. C'est toujours un objet effectivement un peu obsessionnel de réflexion sur l'espace public. Oui, tout à fait, et l'architecture en tant que telle. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui existe toujours aujourd'hui. Et puis bon, il y a pas mal d'architectes dans la salle, donc je leur laisserai la parole plutôt à eux pour nous dire quelle est la place de la maquette dans leur travail. Mais donc c'est vrai que la maquette reste un objet d'expérimentation physique aussi malgré tout, malgré tous les outils numériques qui existent aujourd'hui. Voilà, s'il y a une autre question. Ah ben voilà, vous en avez deux. Dans la vraie construction
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que parfois, bien plus tard, parce qu'on a vu par exemple les architectes de la déconstruction dans les années, fin des années 80-90, ils ont beaucoup construit eux aussi. Et donc c'était un mouvement qui était inspiré des avant-gardes, du constructivisme, de ces avant-gardes voilà, que je vous ai montré au début de la conférence. Et c'est vrai que oui, ça a donné lieu aussi à des constructions. Mais parfois, l'objectif n'était pas du tout de construire de l'architecture. Bon, il y a des architectes aussi connus qu'Herzog de Meuron, par exemple, qui disent que c'est la pensée qui est la plus importante, que l'architecture est essentiellement mentale, que c'est une forme de pensée qu'il n'est presque pas nécessaire de la réaliser, alors qu'ils sont eux-mêmes architectes. Bon, ce qui est un peu paradoxal. Voilà, donc on retrouve la pilule de Hans Hollein aussi, voilà, qui est complètement aussi un objet mental. Donc voilà, donc c'est un petit peu toute la diversité de ces appropriations de la maquette d'architecture dont témoigne cet ouvrage. Alors chaque chapitre peut être aussi l'objet d'une thèse, peut être développé parce que c'est vraiment à l'infini. Voilà, je passe le relais. J'ai fini pour un certain temps. Oui, écoutez, il y a celle de Friedman. Oui, c'est une bonne question quand même. Oui, qui est pas si facile que ça. Oui. Donc, bon, il y a la maquette qu'on a vue du Dominique avec les mégastructures aussi, qui sont des maquettes un peu d'objets machines, vraiment assez fascinantes. Bon, évidemment, Claude Parent, mais c'est vrai que oui, je dirais que ça dépend des périodes aussi. On peut changer. Voilà, selon l'humeur du moment. Mais voilà, en tout cas, je remercie. Et puis, Christelle, d'en prendre aussi soin. Voilà, de toute, voilà, avec toute son équipe maintenant de cette collection voilà, incroyable qui continue de vivre sa vie un peu partout. Voilà, et peut-être un jour une exposition Fraxante sans Pompidou de maquettes d'architecture. Oui, c'est un sujet qu'on a pu aborder ce matin même, en fait. Voilà. Non, merci beaucoup, Marie-Ange. J'étais avec André, qui connaît très très bien la collection. Et à chaque fois qu'on voit passer un chapitre, on disait ça ferait une super thèse. Donc voilà, effectivement, s'il y a des vocations, il y a énormément de travail sur cette collection. Et puis, je voudrais à nouveau remercier Marie-Ange parce que c'est ce qu'on se disait avec mes collègues, c'est cet héritage incroyable et précieux dont on a la charge aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est une collection qui est vraiment très très rare, très précieuse et il faut le redire. Et voilà, c'est grâce à Marie-Ange et à Frédéric Miguerou, bien évidemment. Il y a des livres à vendre là-bas aussi, si vous voulez le lire et le découvrir. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un travail de recherche. C'est fait aussi pour être pleinement découvert et pour être partagé. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors, bonne soirée. Sous le sapin de Noël, c'est une très bonne idée. Et juste, pardon, j'ai oublié, je vois, ça fait 3 fois que je me dis, je dois le dire. Il y a certains amis qui ont été très fidèles au FRAC et qui le sont toujours et qui ne peuvent pas être avec nous ce soir parce qu'ils ont eu une autre activité. On a eu une mauvaise connexion d'agenda et donc je voulais premièrement excuser leur absence et aussi transmettre un message à Marie-Ange. Ils étaient aussi très très fidèles à Marie-Ange et ils voulaient aussi s'associer à nos sincères félicitations et remerciements. Voilà, merci beaucoup.